Avertissement avant lecture. Ce roman comporte de nombreuses scènes impliquant de la maltraitance sur mineurs, y compris des coups, de l'enfermement et de la malnutrition contrainte. Chapitre 4. Le Mirage. Le Mirage était un vaisseau immense, gigantesque, gargantuesque. C'était une petite ville capable de voler, de quitter l'atmosphère et de se propulser à une vitesse supérieure à celle de la lumière, de filer de planète en planète. Il était aussi haut et aussi large que la falaise sur laquelle il était posé. La tour du petit spatioport de Maladria, qui permettait de faire la jonction avec l'écoutille du vaisseau, était minuscule en comparaison. Elle ne semblait être qu'une fine et fragile tige de métal face à ce mastodonte qui projetait une ombre imposante sur elle, ainsi que sur une partie du quartier voisin. Le vaisseau reposait sur un train d'atterrissage de 4 pieds, aussi épais que de petits immeubles. Il devait pouvoir se rétracter dans les parois de l'immense cale qui constituait tout le ventre du navire spatial. Près du tiers de ce complexe volant semblait être consacré à celle-ci, dont la moitié était probablement occupée uniquement par les systèmes de propulsion. En hauteur, le Mirage devait faire l'équivalent de 7 étages de la ville. Mais, en plus de sa cale et de sa gigantesque salle des machines, il n'y avait en réalité que 5 ponts, dont on pouvait voir les rangées de hublots et de baies vitrées depuis le sol. Il avait une forme de doigt pointé vers l'avant, aplati à son sommet et tout en courbe au-dessous. À l'arrière, les immenses propulseurs occupaient tout l'espace de la queue et ressemblaient à d'énormes tunnels noirs et vides. Sur le côté tribord se trouvait la tour du spatioport, dont le dernier étage atteignait tout juste la porte du pont le plus bas du vaisseau. Un petit couloir couvert, capable de s'étirer ou de se rétracter depuis le bâtiment, reliait les deux pour permettre à l'équipage et aux voyageurs qui le voulaient de descendre. Mais personne ne semblait vouloir se dégourdir les jambes dans la ville, et aucun maladrian n'avait vraiment le droit de monter à bord. L'endroit était donc pratiquement désert. C'était à l'avant que les choses se passaient, sur l'esplanade d'atterrissage. Le vaisseau avait ouvert une gueule béante vers le sol de Sandland, une sorte de pont-levis titanesque dont une extrémité donnait sur l'intérieur de la cale, et l'autre était posée sur la terre ferme, créant ainsi une large route sur laquelle circulait une série de véhicules qui déchargeaient des containers en cadence lente. L'un d'eux était ouvert, et l'on commençait à en sortir d'énormes troncs d'arbres que les marchands de la ville inspectaient avant de donner leur prix. Et les autres énormes caissons de tôle que l'on apportait devaient sans doute eux aussi contenir toutes sortes d'autres produits dont la planète, et principalement la ville, pouvaient avoir besoin. Toute l'esplanade était entourée par de hauts grillages censés dissuader les maladrians sans autorisation de venir faire un tour de ce côté. Naturellement, pour une fripouille, ce n'était pas un véritable obstacle. Elles avaient l'habitude de passer de telles barrières. Le problème résidait surtout dans les hommes armés qui patrouillaient tout autour du vaisseau et assuraient la sécurité des marchandises en plus des policiers maladrians, mais aussi et surtout, évidemment, dans le gouffre béant qui séparait la ville du spatioport. Inutile de chercher à voler quoi que ce soit ici. L'étranger n'avait pas menti, le spatioport se trouvait vraiment à côté. Même si Lorraine n'y était pas encore tout à fait, il ne lui avait pas fallu plus d'une dizaine de minutes pour rejoindre l'endroit. La fripouille se trouvait au 9e étage, à la limite de la ville, sur une très large passerelle qui longeait 4 ou 5 bâtiments et faisait le pont avec un autre. Au-dessus de sa tête, il y avait une autre rue du 10e niveau et l'on pouvait y accéder par un petit escalier en bon état qui s'enroulait autour de l'une des constructions. Mais entre sa position et l'esplanade de la colline, il y avait une bonne vingtaine de mètres de vide. Un précipice qui devait descendre jusqu'au 5e niveau de Maladria si ce n'était davantage. À partir de là, le flanc de la falaise devenait sans doute trop abrupt pour que l'on puisse y construire quoi que ce soit. Depuis la ville, il n'y avait donc qu'un seul moyen de se rendre au spatioport. 3 ponts de béton
parfaitement entretenu et exceptionnellement solide pour Maladria, enjambait le vide, reliant directement la passerelle sur laquelle elle se tenait au sommet de la falaise. Ces constructions étaient si larges que Lorraine n'eut aucun mal à croire que les véhicules qui déchargeaient le vaisseau pouvaient y passer sans encombre, à la condition de ne pas se croiser. 2 de ces ponts allaient vers l'esplanade, mais le 3e était directement relié à la tour. La fripouille observa la seule véritable construction du spatioport qui permettait aux passagers et à l'équipage de descendre du vaisseau. Elle avait à sa base un bâtiment un peu plus large qui devait faire l'équivalent de 3 ou 4 gros appartements maladrians, tout dans la longueur. Puis, il n'y avait que cette aiguille de plusieurs étages qui ne pouvait probablement contenir qu'une seule et unique pièce par niveau, assez large cependant, en plus des escaliers et de l'ascenseur qu'elle imaginait. C'était un bâtiment du gouvernement. Il y avait forcément un ascenseur. Elle reporta son attention vers les 2 ponts qui menaient à l'esplanade. Ils étaient surveillés de près par des hommes armés qui vérifiaient les papiers de chaque nouvel arrivant avec beaucoup de suspicion. Inutile d'essayer de passer par là pour entrer. Lorraine n'avait même pas de papier à présenter. Aucun document, nulle part, n'attestait ne serait-ce que de son existence. La seule preuve de son identité, c'était Speke. Mais elle doutait que qui que ce soit accepterait de considérer le gadget totem comme une preuve valable. Et, quand bien même aurait-elle eu un tel document en poche, les gardes du spatioport avaient des listes très précises des gens autorisés à aller et venir, et les autres n'avaient qu'à bien se tenir. En se cachant à l'angle d'un mur, elle attendit un peu de voir si d'autres étrangers sortaient du vaisseau. Hélas, en près d'1 heure, aucun n'en sortit. Les seules allées et venues qu'elle constata furent celles de marchands maladrians venant acheter certaines des denrées débarquées par l'équipage du Mirage. Il semblait que l'étranger qu'elle avait croisé était bien le seul imprudent à s'être aventuré en dehors du spatioport. Lorraine finit par laisser échapper un râle mécontent. Pour l'instant, sa brillante idée tournait court. Il n'y avait pas le moindre touriste en vue à dépouiller. Pas même un semblant d'aventurier prêt à risquer quelques pas hors de la protection du vaisseau. Ce n'était pas en restant ici à attendre qu'un idiot sorte qu'elle allait faire fortune. Il ne lui restait donc qu'une option, le petit bâtiment et la tour. C'était la seule entrée du spatioport qui n'était pas surveillée par des gens armés jusqu'aux dents, et, si quiconque à bord avait eu l'idée de descendre du Mirage, c'était là qu'il se trouvait. Avec un peu de chance, elle pourrait s'y faufiler sans que personne ne la remarque, et y trouverait quelques personnes un peu moins sur leur garde que le visiteur avec lequel elle avait parlé. Elle prit donc son courage à 2 mains et avança jusqu'au pont comme si elle ne faisait que se promener dans les parages. Mais personne ne prêtait attention à elle. Les gardes du spatioport étaient trop occupés à surveiller leur pont et les rares maladrians vaquaient à leurs affaires. Elle en profita donc pour s'engager sur le pont en courant à moitié, le dos courbé pour se cacher derrière les rambardes de sécurité et toujours suivie de près par son fidèle compagnon de métal. Elle parvint sans problème jusqu'au bâtiment en dur qui se trouvait au pied de la tour et s'arrêta devant la porte. Elle tapa sur son épaule pour que Speke vienne s'y poser et poussa le battant aussi discrètement qu'elle le put, avant de jeter un regard inquiet à l'intérieur, s'attendant à tout instant à être vue et à ce qu'on la chasse d'ici avec violence. Mais rien ne se produisit. À l'intérieur, l'activité était au point mort. Une large pièce semblait occuper la majeure partie du rez-de-chaussée. Elle était spacieuse, plutôt bien entretenue et propre, avec de larges baies vitrées qui donnaient sur l'esplanade juste derrière. Il y avait même des portes pour sortir de ce côté, mais elles n'étaient pas ouvertes, et il y avait, derrière, le même grillage qui entourait le reste de l'esplanade, avec d'autres gardes pour surveiller ce point de passage aussi. Ces derniers, qui avaient hérité du travail le plus simple, discutaient sans trop se préoccuper de ce qui pouvait se passer à l'intérieur du bâtiment. Mais il ne fallait pas rêver pour autant. Si quelqu'un arrivait dans leur direction, ils le verraient tout de suite. Dans la pièce, il y avait beaucoup de chaises et de bancs pour patienter, ainsi qu'un écran sur lequel défilaient les images d'une chaîne d'information de Sandland, l'une des 3 seules chaînes disponibles sur la planète. Il y avait bien un petit café dans lequel on pouvait s'installer pour manger un peu et boire quelque chose en attendant, mais celui-ci n'était occupé que par un seul et unique client, visiblement le concierge des lieux, qui discutait avec le tenancier.
Il y avait encore quelques autres portes qui menaient peut-être à des bureaux ou d'autres pièces de ce style. Mais ce que Lorraine remarqua surtout, ce fut la rangée de 3 ascenseurs qui menaient aux étages supérieurs de la tour et l'escalier qui les accompagnait. De toute sa vie, jamais l'adolescente n'avait pris d'ascenseur et, l'espace d'un instant, elle n'eut qu'une seule et unique envie, essayer. Hélas, elle n'était pas venue ici pour s'amuser, mais pour tenter de dépouiller quelques étrangers maladroits. Son dernier espoir était donc de grimper jusqu'au sommet de la tour pour espérer en trouver quelques-uns, même si ses chances d'en trouver s'amenuisaient au fur et à mesure. Or, il valait mieux qu'elle reste la plus discrète possible, et rien ne la ferait plus remarquer que d'emprunter un ascenseur. À contre-cœur, elle se résigna donc à prendre l'escalier et entra dans le hall. Profitant que les 2 seules personnes présentes ici soient occupées à discuter entre elles en regardant à moitié l'écran qui diffusait les informations, elle se mit à avancer en prenant soin de rester cachée derrière les rangées de chaises qui étaient disposées çà et là. Mais, puisque personne ne surveillait quoi que ce soit ici, la traversée fut étonnamment facile et elle se retrouva bien vite dans la cage de l'escalier, à l'abri des regards. Là, elle attendit un peu et écouta. Les 2 employés continuaient leur discussion sans se préoccuper de sa présence et, à l'étage suivant, elle n'entendait absolument rien. Elle fit un signe de tête à Spic pour lui ordonner d'aller voir et l'oiseau-mouche s'éleva doucement jusqu'au palier suivant. Il revint immédiatement en secouant la tête, preuve qu'il n'y avait vu personne. Lorraine commença alors à grimper les étages un à un. Elle se rendit compte que les 2 premiers niveaux de la tour ne menaient qu'à des portes closes, probablement à d'autres bureaux ou à l'une de ces salles de contrôle du trafic qu'elle avait une fois vues dans un film holographique. Les autres, en revanche, étaient clairement des salles d'attente, avec des chaises et des bancs, comme au rez-de-chaussée. Et derrière un petit comptoir inoccupé, on trouvait chaque fois une large porte qui menait vers l'extérieur. De l'autre côté se trouvaient sûrement ces couloirs rétractables que l'on dépliait pour s'accrocher au vaisseau qui s'amarrait ici. Mais, jusqu'à l'avant-dernier étage, l'ensemble de la tour semblait parfaitement désert. S'il y avait quoi que ce soit à voler ici, elle l'aurait probablement fait. Hélas, elle ne voyait rien qui puisse lui être utile dans les parages. Aussi monta-t-elle jusqu'au dernier niveau, celui qui était relié au vaisseau. Mais, à peine eut-elle monté les premières marches, qu'elle y entendit des voix et se figea pour écouter. « Vous avez fini votre service » demanda avec autorité une voix féminine. « Bien sûr, chef » répondit un homme. « On a fini il y a 20 minutes. »« Bon, alors très bien, vous pouvez y aller » reprit l'autre, sur un ton un peu plus conciliant. « Mais faites attention, Maladria n'est pas une ville d'enfants de cœur. »« Pas de problème, madame, on est des grands garçons » s'amusa une troisième voix. « Soyez de retour avant 8 heures demain. On part à 16 heures tapante et je ne veux pas de retard. Si vous n'êtes pas là à l'heure, vous aurez un blâme. Et si vous ne revenez pas avant le départ, on ne vous attendra pas. »« Oui, chef, comme d'habitude » rassura le premier homme, un peu lassé. « Ne vous inquiétez pas pour nous. » Et les 2 membres de l'équipage marchèrent en direction de Lorraine. Celle-ci, au beau milieu des escaliers et à une bonne dizaine de mètres de la première cachette en vue, fut prise de panique à l'idée qu'il la voie. Elle se figea sur place sans savoir quoi faire. Mais elle se détendit à l'instant même où elle réalisa que les 2 hommes préféraient utiliser les ascenseurs. Elle grimpa alors 1 ou 2 marches et se risqua à lever la tête pour les apercevoir. Les 2 équipiers portaient des vêtements assez simples, mais de très bonne qualité, et qui avaient l'air bien plus neufs que tous ceux que l'on trouvait sur les étals de Maladria. Mais aucun d'eux n'avait l'air aussi riche que l'étranger qu'elle avait croisé. « Bon, on fait gaffe à pas trop s'éloigner. Cette ville est un vrai labyrinthe !» fit le plus grand des 2, celui qui avait parlé le premier tout à l'heure. « Ouais, t'en fais pas !» répondit le second, beaucoup plus détendu. « Je connais un endroit pas loin d'ici. Ça va faire du bien de sortir un peu. »« Je te le fais pas dire !» admit son collègue. « 3 semaines sans escale, c'est trop !» Ils sourirent et l'ascenseur arriva. L'instant suivant, ils avaient disparu à l'intérieur. Il ne devait donc rester que la femme dans la salle d'attente. Lorraine grimpa 2 marches de plus et l'aperçut enfin. Elle occupait le bureau qui barrait l'accès au vaisseau. Portant un uniforme blanc à épaulettes impeccables, elle avait les cheveux tirés vers l'arrière, ce qui lui donnait un air sévère. La fripouille n'eut aucun mal à comprendre que, des 3, elle était sans doute celle qui était la plus susceptible d'avoir de l'argent. Néanmoins, Lorraine hésita.
N'était-il pas plus judicieux de suivre les 2 membres de l'équipage dans la ville? Peut-être trouverait-elle une occasion de leur faire les poches. Hélas, l'opération n'était pas sans risque. Elle pourrait se retrouver sur le territoire d'une autre bande, et il serait plus difficile de les approcher s'ils étaient 2. D'un autre côté, l'officier ici présent était peut-être armé. Elle s'apprêtait à rebrousser chemin lorsque les yeux de la femme s'arrêtèrent sur un détail non loin de l'adolescente. Celle-ci ne repéra qu'à cet instant que Spik, trop curieux pour son propre bien, s'était aventuré un peu trop haut. Le gadget totem était maintenant bien en vue de l'officier, qui n'eut aucun mal à repérer la jeune fille la seconde suivante. Le regard qu'elle lui envoya lui glaça le sang. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lança-t-elle comme une menace. Lorraine sentit son cœur battre très vite et déglutit. Elle était partagée entre l'envie de déguerpir au plus vite et celle de s'excuser platement. Et, dans le même temps, elle redoutait de l'énerver encore plus en oubliant de répondre à la question posée. « Je voulais voir le vaisseau !» balbutia-t-elle en reprenant un peu ses esprits. « Tu as un ticket d'embarquement ?» interrogea la femme sur un ton qui connaissait déjà la réponse. « Non, mais... » commença l'enfant. « Alors tu n'as rien à faire là. Va-t'en !» Son ton était si catégorique qu'il ne laissait aucune marge de manœuvre à l'adolescente. Seulement, voilà, Lorraine n'était pas un membre de l'équipage. C'était une fripouille. Et c'était la 2e fois qu'un adulte la prenait pour une moins que rien ce jour-là. Sa peur se mua immédiatement en colère. « Tu es sourde ou idiote ?» insista l'autre en voyant qu'elle ne bougeait pas. « Je voulais juste voir l'intérieur !» lança Lorraine sur la défensive. « J'ai jamais vu l'intérieur d'un vaisseau. »« C'est réservé aux passagers et à l'équipage. Allez, déguerpis maintenant !»« Je pourrais acheter un ticket ?» suggéra-t-elle immédiatement sans trop y réfléchir. L'officier en uniforme haussa un sourcil hautain et la regarda alors avec des yeux ronds qui lui firent instantanément regretter ce qu'elle venait de dire. La surprise passée, la femme se moqua un peu de l'adolescente. « Non, je ne crois pas, » conclut-elle. « J'ai de l'argent !» Lorraine ressentait un tel besoin de lui prouver qu'elle n'était pas juste une enfant des rues qu'elle commençait à dire n'importe quoi. Elle n'avait même pas encore les moyens de payer une institutrice. Comment aurait-elle pu avoir assez d'argent pour monter à bord d'un vaisseau spatial ? « Et puis, je pourrais travailler dans l'équipage pour payer s'il faut !» essaya-t-elle de se rattraper, comme si cela avait la moindre importance. Cette fois, l'adulte éclata franchement de rire, ce qui eut le don de la vexer davantage. « Allez, va jouer ailleurs ou j'appelle la sécurité !» finit par dire l'officier en redevenant un peu sérieuse. « Je peux travailler. Si vous me croyez pas, je peux... »« Va-t'en, j'ai dit !» Lorraine sursauta, et Spik alla instinctivement se réfugier dans sa poche. La femme s'était redressée derrière son comptoir et arborait maintenant une expression des plus sévères. Il n'était plus question de tergiverser. Mais l'adolescente refusa tout de même de s'en aller en lui laissant la victoire. « Vieille peau !» cracha-t-elle avant de disparaître en courant dans l'escalier. La descente fut dramatiquement plus rapide et infiniment moins discrète que l'ascension. Elle dévala tous les étages en quelques secondes, déboula dans le hall et ne prit même pas la peine de se cacher derrière les rangées de chaises. Le serveur du petit café et son unique client eurent à peine le temps d'être surpris qu'elle était déjà à l'extérieur. Une fois sur le pont, elle donna un coup de pied dans la rambarde sous l'effet de la colère et jeta un regard noir vers le dernier étage de la tour. Il ne lui vint qu'ensuite l'idée de vérifier que personne ne la poursuivait. Mais ni cette horrible femme, ni les employés du spatioport ne semblaient s'être lancés à ses trousses. En revanche, un des gardes de l'autre côté du grillage commençait à regarder dangereusement dans sa direction. Il ne fallait pas qu'elle reste là. Elle avisa le reste du pont et la ville de Maladria qui se trouvait de l'autre côté. Les 2 membres d'équipage devaient en être aux 3/4 de leur traversée et papoter entre eux sans regarder ce qu'il se passait dans leur dos. Heureusement, il y avait un peu de vent ici et ils ne devaient pas entendre grand-chose d'autre que leur propre voix. Il y avait là une opportunité unique de faire payer leur mépris à tous ces idiots. Sans hésiter un instant, Lorraine se mit à courir vers eux, ne les quittant pas des yeux. Comme elle s'y attendait, ni l'un ni l'autre ne la repéra avant qu'il ne soit trop tard. Elle percuta le plus petit des 2 et ils tombèrent ensemble sur le béton. Les 2 hommes furent si surpris par cette apparition soudaine qu'ils ne réagirent pas dans un premier temps. Lorraine en profita pour se relever dans l'instant et se remettre à courir. C'était à partir de maintenant que tout se jouait. « Hé, tu pourrais faire commença sa victime en se relevant. Puis, enfin,
il réalisa à qui il avait affaire. Il vérifia sa poche immédiatement alors que son camarade prenait lui aussi conscience de la situation. « L'enflure, elle m'a piqué mon portefeuille !» s'exclama le premier. « Hé, reviens ici, sale gosse !» Et d'un seul coup, l'un et l'autre se mirent à courir à la poursuite de l'adolescente. Celui qui venait de se faire voler s'avéra d'ailleurs suffisamment motivé pour commencer à gagner du terrain sur elle grâce à ses grandes jambes d'adulte. Mais c'était peine perdue. Lorraine avait déjà atteint la ville et s'engouffra dans la première ruelle sur sa droite. Elle changea pour une passerelle, traversa un pont et trouva immédiatement un escalier qui descendait jusqu'au 7e niveau, dans un véritable labyrinthe de couloirs étroits. Elle eut tout juste le temps de voir sa victime s'arrêter au sommet des marches, essoufflée, avant de disparaître totalement. Cependant, la jeune fille ne s'arrêta pas de courir et ne se retourna pas pour crier la devise des fripouilles. Elle poursuivit son chemin, s'enfonçant toujours plus dans la ville, sans trop chercher à savoir où elle allait exactement. Une boule de colère continuait de battre dans son corps et lui procurait une énergie folle qu'elle avait un besoin pressant de dépenser. Plus encore, des larmes commençaient à perler dans ses yeux et courir l'obligeait à ne pas vraiment y penser. Sur son chemin, les maladriants, bien plus prudents que les étrangers, s'écartaient et serraient les murs et protégeaient leurs sacs et leurs poches. Mais elle ne prêtait plus attention à eux. Elle ne faisait que repenser à la façon dont cet officier et ce touriste l'avaient traitée. Tous les deux l'avaient regardée de haut, comme si elle ne valait rien, comme s'ils en savaient bien plus long qu'elle sur tout ce qu'elle pouvait faire ou vivre. La femme n'avait même pas cherché à savoir si elle avait suffisamment d'argent pour payer son voyage, ou si elle saurait faire le travail qu'on lui demanderait. Elle s'était contentée de la détailler de haut en bas et de décider à sa place ce qu'elle était capable de faire ou non. Avait-elle seulement idée de tout ce que Lorraine devait faire pour survivre ici? Et cet homme qui voulait lui apprendre ce que c'était que la pauvreté. Comment pouvait-il la mépriser à ce point, sans même la connaître? Mais, évidemment, elle connaissait déjà la réponse. Elle n'était qu'une fripouille de maladria, rien de plus, une enfant à leurs yeux. Et, avec ces seules informations, il pensait déjà tout savoir d'elle. Finalement, arrivé au 5e niveau, et ayant déjà parcouru près d'un tiers de la ville à cette vitesse folle, ses jambes n'eurent plus la force de continuer, et son souffle devint trop court. Elle s'arrêta sur une passerelle peu fréquentée et s'adossa contre un mur pour se reposer. Elle respira à grandes goulées pour ramener de l'oxygène dans ses poumons et calmer les battements de son cœur. Elle en profita pour regarder autour d'elle et se repérer rapidement. Elle n'était pas si loin de sa cachette et avait un important trésor dans la main. Sa journée n'avait pas totalement été perdue finalement. Elle commença à marcher vers la ruelle où était entreposé le reste de ses rapines, préférant ne pas ouvrir le portefeuille avant d'être à l'abri des regards. C'était une allée sombre avec un bâtiment au-dessus et un autre au-dessous pour servir de plancher, ainsi qu'un angle droit en son milieu. Lorraine pensait que ça avait sans doute été le couloir d'un grand appartement de plusieurs pièces dans le temps, avant qu'on abatte les cloisons et qu'on en fasse une allée pour diviser l'ensemble. Peu importait en réalité. Il n'y avait que 3 portes qui menaient à cet endroit et elles avaient été condamnées depuis longtemps par leurs propriétaires. À l'une des extrémités de la ruelle, il y avait une sorte de rue avec quelques habitations, mais peu de passages. De l'autre côté, l'allée débouchait sur une passerelle branlante que plus personne n'osait vraiment emprunter, sauf en cas d'absolue nécessité. C'était donc une cachette idéale. À un endroit oublié par tout le monde, à l'abri des regards, et qui avait même un autre avantage insoupçonné. Ce que personne ne savait, c'était que le bâtiment sous le plancher de ce passage était fait de béton, probablement le toit d'un des plus vieux immeubles de la ville. Lorsque l'on avait souhaité construire ceux qui se trouvaient au-dessus, on avait simplement recouvert le tout d'un large plancher de bois pour aplanir la zone. Il y avait donc un petit espace entre les planches qui formaient le sol de ce niveau et la couche de béton qui se trouvait en dessous. Lorraine s'était contentée de déloger l'une des pièces de bois mal fixées et avait simplement caché son argent là. On avait tellement l'habitude de voir des planches mal accrochées à Maladria que personne n'aurait jamais eu l'idée de chercher à les soulever pour y trouver un trésor. Après s'être assurée qu'elle était bien seule dans l'allée, l'adolescente souleva la planche en faisant une grimace d'appréhension. Malgré tout,
Elle avait toujours un peu peur que quelqu'un ait découvert son butin et le lui ait pris en son absence. Mais un seul regard suffit à la rassurer. Tout était toujours bien à sa place. Il y avait là un peu plus d'une centaine d'unités, assez pour s'offrir une semaine de repas chauds dans certains restaurants des étages supérieurs. Ce n'était pas énorme, bien sûr, loin d'être assez pour acheter un ticket vers un autre monde. Mais elle aurait parié qu'aucune fripouille n'avait jamais réussi à rassembler un trésor pareil. Elle sortit alors le portefeuille de sa poche et l'ouvrit à la recherche de ce qu'il pourrait contenir. Elle manqua presque un battement de cœur lorsqu'elle découvrit ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle n'en croyait pas ses yeux. 500 unités, en seulement 5 billets. C'était bien la première fois qu'elle voyait un tel bout de papier, et si son ancien chef n'avait pas pris la peine de lui apprendre à reconnaître les chiffres, elle n'aurait sans doute pas compris ce qu'elle avait entre les mains. D'où pouvait donc venir le mirage pour qu'un simple membre d'équipage transporte autant d'argent sur lui? Elle se souvint du nom qu'avait prononcé l'étranger lors de leur échange, Turiel. Cette planète devait donc être formidablement riche. Elle se demanda même, en regardant l'argent qu'elle avait dans les mains, si ce ne serait pas assez pour acheter sa place dans le vaisseau. « T'as l'air d'avoir ramassé un joli pactole, dis donc !» fit une voix à quelques mètres d'elle. « Tu montres ?» Sursautant, Lorraine détacha son regard du portefeuille et se redressa aussitôt, tous ses sens en alerte. Dans la pénombre de l'allée, elle crut un instant que John l'avait retrouvée. Mais ni la voix ni la taille de la silhouette qui s'approchait ne correspondaient. C'était en réalité Tom, qui lui souriait cruellement en frappant du poing dans sa main. Lorraine se retourna immédiatement vers la passerelle endommagée qui baignait dans la lumière de l'autre côté. Mais Boran et Frill y étaient déjà et leur gadget totem les précédait. « Cette fois tu n'iras nulle part, » reprit le chef des Condors. « D'abord tu vas payer pour hier, et ensuite tu vas gentiment nous donner tout ce que tu as là. » Il se mit à ricaner doucement et les deux autres firent de même. Dans un effort maladroit, Spic essaya de prendre un air menaçant en voletant autour de sa maîtresse. « Non, 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 ça ne pouvait pas être vrai. Les Condors ne pouvaient pas être là, pas maintenant. » Sa cachette était grande ouverte, et elle avait en main la plus imposante somme d'argent qu'une fripouille ait jamais pu voler. Ce n'était pas juste, ça ne pouvait pas arriver. Et pourtant, c'était la vérité. Les 3 membres de la bande étaient bien là, à s'approcher inexorablement. Et cette fois, il n'y avait pas d'issue possible. Il n'y avait pas de passerelle au-dessus d'elle sur laquelle elle aurait pu se hisser, et même les portes condamnées étaient trop loin. Ils bloquaient les 2 seules issues possibles. Quant à savoir comment ils l'avaient retrouvée, ce n'était pas si compliqué à comprendre. Leur territoire de chasse n'était pas si loin. Ils avaient dû la repérer un peu plus tôt et s'étaient contentés de la suivre pour lui tendre un piège. Elle jeta un œil à ses pieds et au trésor qu'elle avait passé plusieurs mois à réunir. Elle pensa au portefeuille qu'elle tenait encore, aux fruits et aux riz qu'elle avait dans son sac et dans ses poches. Jamais de toute sa vie, même lorsqu'elle faisait partie des tumultueux, elle n'avait été aussi riche. Jamais elle n'avait été aussi proche de réaliser ses projets. Elle avait enfin de quoi payer une institutrice, elle en était persuadée maintenant. Et les Condors allaient tout lui prendre. Elle songea à se battre, à affronter Tom, Boran et Frill, à défendre ses biens coûte que coûte. Et elle sentait bien que Spic, qui s'affolait autour d'elle, aurait été partant pour cette bagarre. Mais elle savait qu'elle n'avait aucune chance de vaincre. Ils étaient plus grands, plus nombreux et plus forts. Même leur gadget totem était bien plus menaçant que le sien. Il n'aurait fait qu'une bouchée d'elle. Cependant, peut-être n'était-elle pas obligée de tout perdre. Elle avait toujours le portefeuille dans la main et sa nourriture en poche. Elle ne pourrait jamais attraper le trésor caché sous la planche, mais si elle pouvait garder le reste, ce ne serait peut-être pas trop grave. Tout ce qu'il lui suffisait de faire, c'était d'arriver à se faufiler de l'autre côté de Tom ou de Boran et Frill, et elle pourrait réussir à s'enfuir. Contrairement à elle, il ne connaissait pas bien ce quartier-là. Elle avait donc un avantage. « Alors, tu te décides à me montrer ce que tu as ?» dit Tom, sans bouger d'un pouce. Il préférait attendre que les 2 autres le rejoignent pour passer à l'action. Lorraine glissa le portefeuille dans sa poche et garda la main au fond de celle-ci, comme pour le protéger. « Tu veux jouer à ça, t'es sûr? Tu vas vraiment morfler alors !» La solution la plus évidente, ça aurait été de tenter de s'attaquer à lui. Il était seul de ce côté de l'allée et était donc moins capable de réellement bloquer cet accès-là. Mais Lorraine savait que ce n'était pas forcément une bonne idée.
Tom était aussi le plus dangereux de la bande, et il se tenait prêt à se battre. Plus encore, partir de son côté, c'était rejoindre la rue d'habitation, qui était une longue ligne droite avec peu de circulation, dans laquelle ils auraient pu la rattraper. De l'autre côté, Boran et Frill criaient déjà victoire, et la passerelle branlante derrière eux menait à plusieurs croisements successifs dans lesquels elle pouvait les perdre. En fait, elle pouvait même espérer que son passage endommage suffisamment le ponton pour que celui-ci devienne trop instable et qu'il soit forcé de faire un détour. C'était ça, ou rester ici, tout perdre, et se prendre une correction qui lui laisserait des marques. Elle n'hésita pas, elle passa à l'action. « Vous voulez ce portefeuille » lança Lorraine en se tournant vers les deux idiots. « Le voilà !» D'un geste, elle sortit la main de sa poche et la projeta vers l'avant. Aussitôt, une poignée de riz vola vers les yeux des deux condors. Ils eurent immédiatement le réflexe de se protéger et Lorraine en profita. Elle se mit à courir vers eux à toutes jambes. Il y avait un peu d'espace du côté de Boran et elle s'y glissa en percutant le mur de plein fouet. Elle faisait déjà un pas vers la liberté lorsque la puissante poigne du garçon au visage rond se referma sur son bras comme une menotte et la tira en arrière. Arrêtée en pleine course, Lorraine n'eut même pas le temps de se dégager que Frill se précipitait sur elle et la plaquait violemment contre le mur, la bloquant tout entière avec son bras droit. L'adolescente se mit à gesticuler et à battre frénétiquement des pieds pour se dégager. Speke, qui l'avait devancé de quelques mètres, revint à sa rescousse en chargeant une fois de plus les yeux de Frill. Mais il fut intercepté par le vautour de Tom qui le força à reculer. Seule l'agilité de l'oiseau-mouche lui permit d'éviter d'être détruit par l'impact. Tom rejoignit ses deux camarades et se dirigea immédiatement vers la poche de la jeune fille, dans laquelle le portefeuille était encore caché. Lorraine redoubla d'efforts pour se dégager, tentant de donner des coups de pied, de se tordre pour éloigner sa poche de ses agresseurs, ou même de les griffer. Mais tout ce qu'elle parvint à faire, ce fut à jeter une grande confusion dans l'altercation, jusqu'à ce que Boran et Frill finissent par arriver à lui bloquer les deux bras avec efficacité. « Donne-moi ce truc !» ragea Tom en tentant d'atteindre la poche qui continuait de bouger dans tous les sens. Finalement, il n'y tint plus et donna un coup de poing dans l'abdomen de Lorraine qui suffoqua sur l'instant. Il n'avait pas frappé très fort, juste ce qu'il fallait pour couper temporairement sa respiration, mais cela suffit. Sa victime cessa aussitôt de se débattre. L'adolescent au visage balafré savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il s'agissait de se battre et ne laissait rien au hasard. Enfin, il put plonger sa main dans la poche de Lorraine et retirer le portefeuille. Pour éviter de recevoir d'autres coups malheureux, il s'éloigna de 3 ou 4 pas en retirant quelques grains de riz de sa précieuse trouvaille. « Non, s'il te plaît, Tom !» tenta d'implorer Lorraine, avec une voix qui manquait d'air et les larmes aux yeux. Mais le chef des Condors ne s'intéressait déjà plus à elle. Il ouvrit le portefeuille et fut immédiatement captivé par ce qu'il y trouva, à tel point qu'il resta à regarder à l'intérieur avec un air ahuri pendant plusieurs secondes, ce qui commença à inquiéter ses deux comparses. « Qu'est-ce qu'il y a dedans, Tom ?» demanda la voix changeante de Boran. L'intéressé ne répondit pas. « Tom !» insista le garçon. Le chef de la bande releva un instant les yeux vers eux, puis revint au portefeuille. « Je sais pas, je crois, c'est... »« Quoi ?» s'inquiéta Frill. « Boran, viens voir !» Comme Lorraine ne gesticulait plus et se contentait de geindre en pleurant, l'appelé lâcha sa prise et alla voir lui aussi l'intérieur du portefeuille. À son tour, ce furent ses yeux à lui qui s'ouvrirent en grand. Il se retourna immédiatement vers Lorraine. « Où est-ce que t'as trouvé ça, la mioche ?» fit-il avec le même air ahuri que Tom. « C'est quoi ce bordel ?» insista Frill, de plus en plus inquiète. Lorraine réalisa alors que la fripouille ne la surveillait plus et avait même quelque peu relâché sa prise. Pour éviter d'avoir à subir une correction en règle en plus du reste, elle lui envoya un coup de genou dans les côtes. Frill fut si surprise qu'elle se plia en deux et la laissa retomber sur le sol. Lorraine ne se fit pas prier. La jeune fille prit ses jambes à son cou et déboula sur la passerelle brinque-ballante l'instant d'après, suivie de près par son gadget totem. La construction, plus que précaire, se mit à tanguer dangereusement et chuta de quelques centimètres, mais elle tint bon, et Lorraine aussi. Sans attendre de savoir si les 3 autres la poursuivaient, elle reprit sa course jusqu'à la série de croisements, comme elle l'avait prévu. Très vite, cependant, elle se retrouva au second niveau, au bout d'une passerelle déserte qui se terminait par un escalier. Elle était seule. Les autres n'avaient même pas pris la peine de lui courir après. Là, épuisée, endolorie et à bout, elle éclata en sanglots. C'était trop injuste. Elle n'avait rien fait pour mériter une chose pareille.
et la seule idée que Tom, Boran et Frill se partageaient désormais son incroyable trésor, résultat de plusieurs mois de travail, la blessait encore plus. Il y avait tellement d'émotions qui se bousculaient en elle qu'elle avait l'impression d'être sur le point d'exploser. Elle voulait pleurer, hurler, frapper et dormir tout à la fois. Jamais de toute sa vie, elle n'avait éprouvé une telle haine envers tout. Envers ce monde maudit, envers Tom, envers cette ville tout entière, envers ces riches étrangers qui n'y comprenaient rien, envers l'univers lui-même. Ah! Laissa-t-elle finalement échapper en se tenant à la rambarde. Et son cri lui revint en écho, tant l'allée était déserte, mais elle n'y prêta pas attention. À partir de maintenant, décida-t-elle, elle ne laisserait plus personne lui dicter sa vie ou lui faire peur. À partir de maintenant, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour devenir plus riche que quiconque sur cette planète ne l'avait jamais été. Et pour cela, elle savait ce qu'elle devait faire. Quitter Maladria, quitter Sandland et monter à bord du Mirage par n'importe quel moyen. L'enfant de Maladria. Lu et écrit par Camille Céliaret. Illustration et couverture, Lithium Illustration. Musique originale pour la version audio, composée par Dune Cocagne. Cet enregistrement est la version audio de mon tout premier roman, auto-édité en 2021. Je vous invite évidemment à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains chapitres. Par ailleurs, si vous souhaitez acheter l'ouvrage directement, vous trouverez le lien pour le faire dans la description.